Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette vidéo de Cross Connect. Nous sommes toujours dans notre histoire de l'argent, où l'argent est-il la racine du mal. Donc, nous sommes dans la partie 4 aujourd'hui, l'ascension de la monnaie papier. Donc, on va parler de la monnaie papier et de son impact global. Et avant de commencer, j'aimerais faire une transition sur les parties précédentes. On a pu voir l'évolution à partir du troc vers la monnaie marchandise. On a pu voir les limitations de la monnaie marchandise basée essentiellement sur les métaux précieux, les animaux domestiques, mais également les grains. Et on a pu voir dans la partie 3 qu'il y avait l'évolution vers la pièce de monnaie. Ok, donc on peut voir que l'histoire du système monétaire a été jalonnée de progrès significatifs et allant jusqu'à la création des pièces de monnaie ou maintenant on va parler également du développement d'une monnaie papier et des marchés boursiers. Euh, et on peut voir que avec l'évolution de la monnaie telle qu'on l'entend aujourd'hui, on fait face à un système monétaire moderne qui se distingue naturellement par sa complexité, sa proportion aux crises et à sa capacité à exploiter autrui. Donc on voyait bien déjà ce qui allait se dérouler à partir du moment où on frappe la monnaie, et la monnaie étant effectivement un moyen de contrôle. Un moyen de contrôle où on frappe la monnaie à partir du moment où la monnaie est utilisée dans une, dans une zone géographique qui peut être un territoire tel une communauté humaine, ça peut être un pays, ça peut être un empire. Et on a pu voir que les empires anciens ont commencé eux-mêmes naturellement à frapper la monnaie. On voit très bien ça avec la Grèce ancienne, on voit très bien ça avec la Lydie, donc la Lydie qui est une ancienne civilisation anatolienne qui se trouve en Turquie. On peut le voir ici également avec Rome. Le Rome, à partir du moment où Rome étend son empire vers la Gaule ou d'autres contrées, elle étend la propension et l'impact de la monnaie qui est frappée. Maintenant, la pièce de monnaie a aussi ses limitations. On va en discuter naturellement maintenant, qui va ouvrir la voie vers le papier monnaie. Ok. Donc, avant qu'on commence, je vais partager mon écran. Je vais également, je vais vous dire en fait ce que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme vous voyez mon écran, on va aborder dans cette partie 4 l'impact mondial de la monnaie papier. On va se concentrer sur l'évolution de la monnaie papier, les défis liés à la préservation de sa valeur, ainsi que les risques associés à l'inflation et à la corruption croissante de l'humanité. On a pu voir avec les parties 2 et 3 l'évolution de cette corruption humaine qui vient avec l'émergence de l'argent sous différentes formes, la monnaie marchandise, après les pièces de monnaie. Et on peut voir que tout ça va s'accélérer avec la monnaie papier et avec la création d'un système monétaire moderne. Okay. Donc, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage à travers le temps pour explorer l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'humanité, la monnaie papier. C'est une idée finalement toute simple, née de la commodité, allait finalement remodeler des économies, renverser des empires et altérer profondément le cours de l'humanité. En déroulant le fil de cette histoire, on découvrira notamment comment la monnaie papier est devenue un instrument de progrès sans précédent, mais une arme de corruption massive de la société humaine. Okay. Donc commençons par, par le début. On va commencer par la naissance d'une révolution. Laissez-moi vous emmener en Chine, au 7e siècle, à l'époque flamboyante de la dynastie Tang. La dynastie Tang, on peut imaginer des marchés animés où les commerçants marchandent pour des soies et des épices, leurs bourses pleines de pièces et de cuivre tintantes. C'est dans ce, c'est dans ce, c'est dans cet environnement que germa une idée révolutionnaire. Les marchands lassaient du fardeau de transporter de lourdes pièces pour de grosses transactions, le risque de se faire attaquer, le risque de se faire dépouiller, lassés du fardeau de ce risque, ont commencé à délivrer des reçus en papier pour l'argent déposé chez eux. Ces reçus pouvaient être échangés ultérieurement contre les pièces d'origine.
On voit en fait ce même système qui va se mettre en place avec les Templiers. Donc les Templiers qui ont favorisé l'accessibilité au Moyen-Orient pour favoriser l'accès aux chrétiens, aux anciennes reliques chrétiennes, et donc l'accessibilité notamment à Jérusalem et il y a d'autres villes. Et on peut voir que, par exemple, quand les gens voulaient se déplacer au Moyen-Orient, au lieu de transporter des pièces sonnantes et trébuchantes, qui étaient très lourdes et risquées également, on donnait une transaction à travers un papier qui était donné en Europe et qui était amené jusqu'au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, le système des Templiers donnait la somme sonnante et trébuchante moins un tarif ou une taxation qui était mise en place sur cette transaction. Donc on voit bien que on voit l'établissement d'une banque moderne avec les Templiers, ce qui est un petit peu ressemblant avec ce que j'explique là maintenant avec cette transaction qui est effectuée avec des papiers. Donc cette innovation, en apparence simple, fut nommée argent volant. En raison de sa légèreté, de sa facilité de transport, les marchands ignoraient alors que leur solution pratique allait déclencher une révolution financière qui traverserait les continents et les siècles. Et également favoriserait la création rapide d'empires, mais favoriserait aussi une accumulation de richesses incroyables. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus de l'évolution de la commodité au contrôle. Ok, maintenant on va passer à l'évolution de la commodité du monnaie papier vers le contrôle. Alors que nous avançons dans le temps jusqu'à la dynastie des Song au Xe siècle, nous assistons à un changement crucial. Conscient du potentiel de cette nouvelle forme de monnaie, le gouvernement a décidé de prendre le contrôle de son émission. C'est à ce moment-là que naquit la toute première monnaie fiduciaire au monde. Une monnaie soutenue non pas par des marchandises physiques, non pas par des métaux précieux, par exemple, mais par le décret gouvernemental. Ce pouvoir de créer de l'argent à partir de rien, ou à partir de rien finalement, de thin air, s'est répandu progressivement à travers le monde, tel un murmure porté par le vent. Les commerçants et les explorateurs tels que Marco Polo ont ramené en Europe des récits sur cet or de papier magique, semant ainsi les graines d'une transformation financière qui mettrait des siècles à éclore pleinement. Donc, c'est intéressant parce que là, on voit que le gouvernement cherche à prendre contrôle de l'émission de ce papier-monnaie. Okay. Donc, c'est vraiment l'évolution vers ce que l'on connaît quasiment aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est une épée à double tranchant. Lorsque nous atteignons la Renaissance et l'ère des grandes découvertes, l'argent en papier s'est répandu à l'échelle mondiale. Son impact est profond et commence à avoir une certaine mainmise sur l'économie. Donc, on voit très bien que à partir même de la Révolution française, on voit la présence extrêmement importante de l'assignat, par exemple. On voit la présence du papier-monnaie très présente durant la Révolution américaine. Donc son impact est profond. On peut dire que à partir de la Renaissance, on voit l'utilisation du papier comme étant un moyen de signer des dettes et autres. Donc son impact est profond et s'étend sur une grande distance. On peut voir dans plusieurs régions que l'utilisation du papier comme étant une création de richesse ou de dette est présente. D'une part, cela alimente une croissance économique et des échanges sans précédent, parce que ça va maintenant beaucoup plus vite, parce que on n'a pas besoin de faire des échanges uniquement en monnaie sonnante et trébuchante. Les transactions qui étaient autrefois impossibles en raison des limitations physiques de la monnaie marchandise sont désormais monnaie courante. Les empires s'étendent, les cités prospèrent et la richesse s'accumule à une vitesse jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Cependant, derrière ce progrès se cache une facette plus sombre. Les billets de banque se transforment en instruments de manipulation et de domination. Donc, quand on voit l'évolution dans le futur, on voit effectivement que durant l'ancien régime, on voit durant la création de banques telles que la Banque de France ou la bourse aux États-Unis en 1792, on voit bien que les billets de banque et la manipulation fiduciaire et financière se transforment effectivement en instruments de manipulation et de domination. Les gouvernements et les institutions financières se retrouvent dotés d'un nouveau pouvoir, celui d'influencer des économies entières en contrôlant l'offre de la monnaie.
Ce pouvoir, tel un fruit mûr, finit toujours par pourrir et corrompre. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir les 4 cavaliers de l'apocalypse financière. Alors que nous plongeons davantage dans l'ère de la monnaie papier, nous faisons face à 4 forces majeures qui façonnent son impact sur la société. Premièrement, il y a l'inflation. L'inflation est ce voleur silencieux de richesse. Les gouvernements séduits par la facilité de la planche à billets cèdent souvent à l'attrait de produire plus de monnaie que l'économie ne peut supporter. Ce que l'on voit aujourd'hui aux États-Unis ou ce que l'on voit facilement avec la Banque centrale européenne. Cela entraîne la diminution des économies et la ruine de la classe moyenne, comme illustré de manière extrême par l'exemple de la République de Weimar dans l'Allemagne des années 20, qui verra une crise financière et sociale sans précédent, qui verra l'émergence d'un personnage comme Hitler. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Naturellement que la succession des changements aussi politiques fait qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu des changements systémiques, politiques, qui sont relativement les mêmes au final. On voit toujours la royauté qui se suit par une forme de démocratie et la démocratie arrivant à un point d'absence de contrôle et d'enrichissement d'un groupe restreint qu'on appelle une oligarchie, après devient naturellement une dictature. Okay. Donc, en second, nous assistons à une concentration de pouvoir sans précédent. Ceux qui détiennent le pouvoir sur la masse monétaire, qu'il s'agisse de gouvernements, de banques centrales ou d'institutions privées, exercent une influence considérable sur le quotidien des citoyens ordinaires. Ce pouvoir agit souvent dans l'ombre, influençant les politiques et les économies avec peu de contrôle public. Donc on voit naturellement qu'il y a une tendance naturelle à passer de la démocratie à une dictature. Ce que l'on peut voir quasiment aujourd'hui, on peut voir que la tendance vers une dictature est une tendance naturelle à partir du moment où il y a des élites qui s'accaparent la majorité des richesses. En troisième lieu, la monnaie papier ouvre la voie à de nouvelles possibilités de spéculation et de fraude. Les instruments financiers se complexifient de plus en plus, offrant ainsi la possibilité de manipulation à grande échelle. De la tulipomanie néerlandaise que l'on peut voir dans l'histoire aux crises financières plus modernes, nous observons comment les systèmes monétaires basés sur le papier ou les échanges fiduciaires peuvent engendrer des bulles qui, une fois éclatées, laissent derrière elles une dévastation économique incroyable. Enfin, nous assistons à une accélération spectaculaire de l'inégalité des richesses. La capacité d'accumuler et d'exploiter la richesse papier offre aux riches des possibilités de devenir exponentiellement plus riches, souvent au détriment des classes défavorisées et moyennes. Cette fracture grandissante, finalement, alimente les tensions sociales et l'instabilité politique. Donc maintenant, on va parler beaucoup plus d'une conquête mondiale de la monnaie papier. Donc, au fil on va dire, des 18e, 19e et 20e siècle, parce que on va voir que l'assignat a été fait également parce qu'il y a eu l'accaparement des biens de l'Église et qui a été traduit en assignat en fait durant la Révolution française. Donc effectivement, on voit que la présence de la monnaie papier avec l'assignat durant au moment de la Révolution française est un tournant important. Donc au fil comme je disais, au fil des 18e, 19e et 20e siècles, la monnaie papier s'est imposée comme une norme mondiale. Nous assistons à l'émergence des banques centrales. On peut voir en 1792 avec la première bourse, donc en Amérique du Nord, mais la bourse en France existe depuis plus longtemps. Mais il y a une banque centrale qui va être créée en 1800, qui va être en 1803, il me semble 1802, qui est la création de la Banque de France. Okay. Donc nous assistons à l'émergence des banques centrales, des politiques monétaires complexes et d'un réseau complexe d'interdépendance économique mondiale. Le concept de l'étalon or apparaît et disparaît. Nous laissons dans un univers où la valeur de la monnaie repose essentiellement sur la confiance et la production économique, et non plus sur des valeurs physiques comme l'or et l'argent sur lesquels les pièces de monnaie étaient basées à l'origine.
Cette époque est le théâtre à la fois d'une croissance économique phénoménale et de crise financière catastrophique. La capacité de contrôler l'approvisionnement en argent devient un outil crucial dans les relations internationales et les conflits armés, modifiant fondamentalement la nature des conflits mondiaux. Maintenant, on peut parler d'un héritage de l'argent qui est une bénédiction mitigée. Alors que nous nous tenons ici aujourd'hui contemplant le chemin parcouru, nous sommes confrontés à un héritage complexe. Les billets de banque ont apporté des solutions à de nombreux maux qui tourmentaient des économies anciennes. Cela a permis le commerce et la croissance économique à une échelle que nos ancêtres auraient vraiment eu beaucoup de peine à imaginer. Le système économique tel qu'il est aujourd'hui est impossible à imaginer dans les sociétés anciennes. Il a soutenu des innovations, encouragé l'exploration et contribué à l'émergence des États-nations modernes à travers l'émergence d'empires coloniaux, mais également à des aspects extrêmement sombres, voire l'esclavage, voire l'exploitation des plus démunis ou des plus pauvres durant tout le temps de l'Ancien Régime en France, où des systèmes basés sur la nobilité et la logique de classe qu'on a pu voir en Europe, notamment en Angleterre et en France, mais dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Cependant, cela a également engendré de nouveaux cauchemars. Notre civilisation mondiale est actuellement menacée par une instabilité politique, des inégalités flagrantes et la possibilité de crises financières catastrophiques. La facilité de créer de l'argent a entraîné des niveaux de dette insoutenables, tant au niveau public que privé. On voit aujourd'hui les dettes qui sont accumulées par les, par les personnes privées aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Ici, on voit au Canada l'endettement particulièrement criant des gens qui, pour soutenir le fait que l'inflation est très forte, on utilise largement les cartes de crédit. En outre, l'épopée de la monnaie papier n'a pas encore dit son dernier mot. Il est évident qu'il a préparé le terrain pour une transition naturelle et actuelle vers une ère financière numérique. Les crypto-monnaies et les technologies de blockchain, par exemple, permettent une nouvelle révolution dans notre façon de concevoir, d'utiliser l'argent pour mettre en place des formes de certification dans les transactions qui permettraient d'utiliser les crypto-monnaies, également le blockchain, comme un moyen de valider toute forme de transaction ou d'échange fiduciaire ou bien financier. Donc en conclusion, alors c'est une première conclusion, on va voir les aspects vraiment sombres et je dirais même sataniques de l'argent dans quelques instants. Donc en fin de compte, on peut voir une forme de première conclusion, c'est en fin de compte l'histoire de la monnaie papier est un rappel saisissant de la nature à double tranchant de l'innovation humaine. Une idée humble, simple, née des besoins pratiques des commerçants, a fini par métamorphoser notre monde tout entier. Il a libéré à la fois un progrès immense et le potentiel de corruption et de dévastation à une échelle sans précédent. Alors que nous affrontons les défis financiers du XXIe siècle, il est judicieux de garder à l'esprit les leçons du passé. Chaque innovation financière renferme en elle les germes à la fois du progrès et de possibles dérives. L'histoire de la monnaie papier nous rappelle l'importance de la vigilance, de la réflexion éthique et d'une compréhension profonde des conséquences étendues des systèmes financiers, alors que nous cherchons à faire évoluer notre méthode d'échange et de stockage de valeur. Donc maintenant, on peut effectivement se poser la question, quel est le véritable pouvoir corrupteur et destructeur de l'argent. Alors on peut dire que d'une part, il y a le pouvoir du papier. L'invention de la monnaie papier en Chine, qui s'est ensuite répandue dans le monde entier, a bouleversé le monde financier, en facilitant l'accumulation et le transfert de richesses. Cette facilité, cependant, cachait une face sombre, très sombre. Une facilité d'accumulation, contrairement aux biens physiques et l'argent papier, peut être stocké et amassé facilement en grande quantité, permettant une concentration de richesses sans précédent. La manipulation de l'offre. Les gouvernements et les banques ont acquis le pouvoir de contrôler l'offre de monnaie, entraînant souvent des pratiques inflationnistes qui ont profité à l'élite
au détriment des masses. L'inflation comme un outil de pouvoir. Effectivement, l'inflation est le fruit parfois d'une impression monétaire excessive qui s'est transformée en une arme redoutable. Parce qu'effectivement, on imprime plus que ce que le système économique peut digérer. La désagrégation de la richesse. Elle a frappé de manière disproportionnée les classes défavorisées et moyennes, réduisant les économies et creusant les écarts de la richesse. Le contrôle politique. Les gouvernements ont eu recours à l'inflation pour financer les guerres et conserver le pouvoir, parfois au détriment du bien-être économique de ses citoyens. On voit la dette américaine aujourd'hui qui explose, mais également la manière dont l'argent a été utilisé pour financer des guerres un petit peu partout que l'on peut voir aujourd'hui. On peut effectivement mentionner une course effrénée de la cupidité. L'alliance entre la monnaie papier et l'inflation a donné naissance à un terreau fertile, à une avidité sans limite. Des bulles spéculatives, des gains faciles ont alimenté des frénésies spéculatives de la tulipomanie hollandaise aux crises financières modernes, enrichissant quelques-uns tout en dévastant le reste. Donc on dévaste le monde en laissant derrière eux une vague de dépression sans précédent. Mais les gens s'enrichissent au détriment des autres. L'exploitation corporative, la quête de profit toujours plus élevée a entraîné l'exploitation des travailleurs, la dégradation de l'environnement et la priorisation de la valeur des actionnaires au détriment du bien-être de la société. Oui, les gens s'engraissent, les gens s'enrichissent et on appauvrit les gens les plus pauvres ou les travailleurs. Corruption politique et violence. La concentration de richesses permise par les systèmes monétaires basés sur le papier a souvent engendré de la corruption politique. L'influence et les pressions, les personnes fortunées, les entreprises ont acquis une influence démesurée sur le processus politique. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le système de lobby, avec le système d'AIPAC, inclinant les politiques en leur faveur. Financer des conflits. L'argent facile a facilité le financement des guerres et des conflits, souvent motivés par des intérêts économiques plutôt que des raisons idéologiques. Parce qu'on voit que les guerres sont devenues profitables. Donc de telle manière où ça devient tellement profitable que ça devient incontournable. La destruction sociétale. Les effets cumulatifs de ces facteurs ont profondément marqué la société humaine. Premièrement, la confiance est érodée, avec l'aggravation des inégalités de richesse et l'opacité croissante des systèmes financiers. La confiance du public dans les institutions a totalement décliné. L'agitation sociale. Les inégalités économiques, alimentées par des politiques inflationnistes et des pratiques corrompues, ont souvent déclenché des bouleversements sociaux et des révolutions à travers l'histoire. La révolution américaine, la révolution française, ne sont absolument pas des révolutions mues par les classes les plus pauvres. Elles sont mues par des classes moyennes qui cherchent simplement à s'enrichir. Et on voit aujourd'hui l'impact sur la société moderne. La course effrénée au profit, rendue possible par les systèmes monétaires basés sur le papier. Basés sur le papier, le système monétaire qui tire avantage du papier, de la confiance qu'on met dans le papier, a largement contribué à la destruction environnementale généralisée. Alors, on peut prendre des exemples historiques. On peut me dire, oh, ce sont des grands mots. Est-ce qu'il y a des preuves historiques de ce qui a été? Oui, et je peux en donner quelques-uns. Mais il y en a plus, hein. Mais quand on fait quelques recherches, si vous avez des commentaires, mettez les commentaires. Je mettrai des exemples, d'autres exemples. La République de Weimar. Dans l'Allemagne des années 20, l'hyperinflation a anéanti la classe moyenne, a anéanti le tissu social en Allemagne, juste après la Première Guerre mondiale, ouvrant ainsi la voie à l'émergence d'idéologies extrémistes et des personnes telles que Hitler et de son parti nazi. Le Congo belge. La quête de richesse en caoutchouc a entraîné des atrocités horribles et une exploitation sous le règne du roi Léopold II. Et on voit aujourd'hui que la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui est l'ancien Congo belge, subit la même situation, de par ses terres rares, de par aussi les richesses du sol qui sont incommensurables. Donc aujourd'hui, on voit que cette situation continue. Les crises financières modernes sont un autre exemple, telles que la crise financière mondiale de 2008 mettent en lumière les conséquences mondiales dévastatrices que peuvent avoir la cupidité non contrôlée du système financier.
En fait, si le papier-monnaie et l'inflation ne sont pas forcément maléfiques, il est indéniable que l'utilisation et leur manipulation ont contribué à corrompre de manière fondamentale la société humaine et les humains en particulier, et à contribuer à amener ou à mettre en place les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. On ne se rend pas compte les massacres et les violences qui ont été générés par l'esclavage et le commerce triangulaire. On ne se rend pas compte aussi des violences et des massacres et des génocides qui ont été faits au travers de l'histoire pour l'accumulation des métaux précieux ou l'accumulation d'argent. Et maintenant, on ne se rend toujours pas compte des effets du colonialisme ou de l'impérialisme, et que des massacres que cela a engendré, qui ont été engendrés par l'Empire britannique, l'Empire français, ou même l'impérialisme américain. Donc ce sont les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, et qui sont voulus par cette corruption, par l'argent. Pour moi, l'argent est vraiment un outil satanique, et il devrait être vu comme un outil et non pas comme une forme comme un but ultime. Et c'est ce que l'on verra dans la partie 6, où on verra que je ferai une élaboration d'une société sans argent, et quelle peut être cette utopie d'une société sans argent. Donc l'enjeu réside effectivement dans la conception de systèmes financiers qui favorisent, en fait, de systèmes financiers ou d'un système sociétal avec de la finance ou sans finance. Je préférais un système sans finance personnellement, qui favorise la prospérité tout en se prémunissant contre les pires excès de la cupidité humaine, de la corruption humaine qui est favorisée par l'argent et l'accumulation, en considérant que chaque être humain qui meurt un jour n'apporte rien avec lui. Il peut accumuler autant que faire se peut, mais il n'amène rien avec lui, et qu'il laisse tout derrière lui, alors qu'il n'a cessé d'accumuler pendant toute son existence. En tout cas, je vous remercie. Voici ce que l'on pouvait dire sur la partie 4, et je vous retrouve dans la partie 5, où on abordera le système financier moderne d'aujourd'hui, qui s'abstrait un petit peu de la monnaie papier. Mais la monnaie papier reste toujours un élément important de notre société de consommation et de notre système financier aujourd'hui. Merci beaucoup, et on se retrouve dans la partie 5.